aujourd'hui, il est stratège mobile et il va nous parler de gros hacking. Merci Alexandre, merci de l'applaudir. Merci Tristan, bonjour à tous. C'est bon pour la partie technique, on peut passer au slide suivant déjà. Et merci pour la présentation, donc on va la faire plus vite. Mais ça fait un petit bout de temps en effet que je suis dans la sphère mobile. Et puis aujourd'hui, bon, je suis en indépendant. Je conseille des grandes entreprises comme des startups sur leur stratégie mobile, principalement. Et puis donc j'ai la chance de pouvoir faire des conférences de temps en temps. Passons à la suite. Alors, voilà, en 2005-2006, j'ai planté ma start-up et vous savez, quand on se trouve toujours des excuses quand on est entrepreneur et qu'on a un échec, j'en avais pas, enfin j'ai analysé que c'était des très mauvaises excuses, mais il y en a quand même une, qui est relativement valable, c'est qu'à cette époque-là, sur la théorie qui permet de réussir une start-up, alors ça ne veut pas dire quand on l'applique qu'on réussit, hein, mais s'en inspirer c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Vous avez peut-être entendu parler de Lean Startup, et puis il y a un mouvement, une méthodologie dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, qui est le growth hacking, et on va parler de ça justement. Hop. Allons-y. Alors qui a déjà entendu parler de growth hacking ici? Il y a quand même pas mal de monde déjà. Qui pratique? Il y a des équipes qui sont... Très bien. Ah super, merci beaucoup. Et donc qu'est-ce que c'est que le growth hacking? Petit schéma qui permet de comprendre ça simplement. C'est à la croisée entre... Alors c'est du marketing, hein, principalement, qui va nous permettre de... On parle de marketing de croissance également. Notre but étant de faire croître notre entreprise. Et ça va être un mi-chemin entre la technique, le marketing et la psychologie et la data. Mais en une phrase, moi j'aime bien cette définition, c'est du marketing qui repose plus sur la tech et la psychologie que sur le budget. Parce que les startups dont parlait tout à l'heure Tristan, si je prends 10 heures, on a atteint des dizaines de millions d'utilisateurs sans dépenser de budget, tout simplement parce qu'on n'en avait pas. C'est le propre même des startups, c'est de trouver ces manières de fonctionner sans budget, ce qui ne veut pas dire que ça leur est réservé. C'est vraiment le but d'ailleurs de cette intervention, c'est aussi que vous puissiez vous en inspirer, si vous ne pratiquez pas déjà, en tout cas y regarder, parce que c'est applicable aussi pour toute entreprise, voire même pour des commerces qui ont pignon sur rue. Et donc, quand on lit des articles sur le growth hacking, on vous parle souvent, d'ailleurs on va voir quelques exemples, de choses qui ont marché. On vous présente les choses qui ont marché. Alors c'est génial, ils ont trouvé ça et ça a marché. Et on ne vous parle jamais des 100 essais d'avant qui n'ont pas marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intégré. On essaye de trouver quelque chose qui marche, mais pour trouver, il faut chercher. Donc il y a plein d'essais. Et ça, c'est un peu souvent ce qui est oublié, c'est une méthodologie où il va falloir faire plein d'essais avant d'avoir des gagnants, des essais gagnants. Ce qui n'est vraiment pas ce qu'on lit en fait dans les articles, hein, comme toujours. Bref, un mi-chemin entre le marketing et la tech, et les succès sont au milieu, parmi toutes les expérimentations qu'on a fait. Alors, premier exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, de ces exemples phares, on va en prendre quelques-uns internationaux, puis quelques autres français. Le premier, c'est Hotmail. Hotmail, c'était un bon produit, ça marchait déjà très bien, mais pour 10 000 utilisateurs. Le truc, c'est que les gens l'utilisaient parce que ça leur permettait de contourner d'aller consulter leur mail perso quand ils étaient dans l'entreprise, parce que c'était un site. Et le souci, alors ce qu'ils faisaient comme marketing, c'était plutôt des annonces radio, enfin ils avaient trouvé quelques canaux marketing, mais qui leur coûtaient très cher et qui n'étaient pas très efficaces. Et puis, avant que ça n'aille pas très bien, un des investisseurs a eu l'idée de quelque chose d'intéressant. Ça ne marche plus. Passons à la suite quand même, s'il vous plaît. Ah, voilà. C'est d'ajouter en bas de tous les emails envoyés par les utilisateurs, je t'aime bien, toi aussi tu peux avoir ton email gratuit, ta boîte email gratuite sur hotmail.com. Et ça a généré énormément d'inscriptions. C'est comme de la pub gratuite en fait dans les emails, hein, un peu de choses près. Et en 6 mois, ils sont passés à 1 million d'utilisateurs et 12 millions en quelques temps avant de se faire racheter par Microsoft. Sans ça, sans avoir trouvé cette manière de croître, Hotmail pourrait probablement, serait probablement planté. Et alors, ce qu'il faut retenir aussi de celui-là, on a essayé d'ailleurs de le réutiliser nous chez Viadeo lors de la sortie de nos apps, c'est que ça expire dans le temps. Vous entendrez parler de beaucoup d'exemples. Vous pouvez vous en inspirer, oui, mais les recopier ou les appliquer, la plupart du temps, ça ne marchera pas. Parce que des grosses hacking, souvent, les grosses hacks, ils expirent dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, avec de la créativité, les réutiliser. Et c'est ce que Apple a fait
pour le Send from my iPhone et du branding de l'iPhone, où chaque email envoyé depuis un iPhone, par défaut, rajouté, envoyé depuis mon iPhone. Pour l'utilisateur, soi-disant pour la typographie, mais c'est surtout de la présence de marque dans le cas d'Apple. Hop. Alors, autre exemple de Airbnb, là qui est un peu plus noir, hein, qui est un peu moins vertueux, en tout cas comme exemple. Eux, ils ont carrément d'abord hacké la demande. Hop. Ça, c'est l'offre. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé directement des emails aux gens qui publiaient des annonces immobilières sur Craigslist. Alors, Craigslist, c'est le particulier à particulier, en tout cas le site d'annonce phare aux États-Unis. Et ils se sont débrouillés carrément pour contacter les gens qui étaient sur Craigslist et leur dire bah, vous avez un bien, mettez-le sur Airbnb. Et dans l'autre sens, sur Airbnb, ils se sont débrouillés pour que les gens qui venaient justement publier leurs annonces ajoutent leur annonce aussi sur Craigslist, dans l'autre sens. Ils ont automatisé ça. Ce qui permettait sur l'annonce Craigslist d'avoir un bouton, mais ce bouton il conduisait vers l'annonce Airbnb. Donc ça c'est comme ça qu'ils ont craqué la demande. Et ça leur a permis d'avoir un flux entrant énorme sur leur site. Craigslist a mis 6 mois à s'en rendre compte. Ils ont coupé ensuite, hein, ils se sont débrouillés, ils se sont fâchés fort d'ailleurs. Ça aurait été le bon moment de racheter Airbnb dans leur cas. Mais pendant ces 6 mois-là, Airbnb avait pris un tremplin phénoménal grâce à cette demande et à cette offre qu'ils avaient pu récupérer. Donc, vous pouvez imaginer que Le Bon Coin est la cible de plein de gros hackers en ce moment, sur plein de sujets. Ils luttent pas mal contre ça, non pas parce que ça leur nuit, plutôt parce que c'est pas bon pour les utilisateurs. Hop. Et puis un petit dernier américain qui est Dropbox. Pareil, super product market fit, un produit que les gens aiment et utilisent vraiment au quotidien, mais une complexité à avoir de l'acquisition payante. La croissance par de la pub leur coûtait $200 par utilisateur. Vous vous souvenez comment vous avez connu Dropbox? Quelqu'un peut nous le dire? Le parrainage, en effet. Alors, soit le partage de fichiers, ça c'était la partie suivante. Mais au début, c'était beaucoup le parrainage, parce que vous arriviez assez vite à la limite, et on vous offrait de l'espace supplémentaire si vous vous invitiez des amis. Et donc, en effet, le parrainage les a complètement fait décoller, et même aujourd'hui, d'ailleurs, encore, c'est leur principal moteur d'acquisition. Alors, il y a des équipes entières qui travaillent sur ça. Et merci Jean-Christophe de me l'avoir fait remarquer, il y a quelque chose d'important quand même sur cette logique de parrainage. C'est pas parce qu'on met en place un parrainage que ça marche. Il y a beaucoup de travail sur les conversions et sur tous les petits grains de sable qui peuvent se mettre dans l'engrenage. Et c'est ça d'ailleurs le growth hacking. C'est trouver la manière que ça prenne sur les grains de sable, que ça tourne sur les grains de sable. Et puis surtout, en effet, ça ne marchera qu'avec un bon produit, un produit que les gens aiment déjà. Hop. Alors, si on prend des exemples de la French Tech, dont un que je connais bien, qui est celui de Deezer, puisque je l'ai vécu, et vous avez cet acronyme PR qui parle de Press Relation. Donc, on avait un de nos fondateurs qui était très orienté Press Relation, mais ça nous a amené de la notoriété, mais pas beaucoup d'utilisateurs. Mais en tout cas, dès que Deezer faisait lever le petit doigt, si on changeait le look and feel de nos boutons, on avait tout de suite un article. On avait la chance que Presse Citron, enfin des sites avec forte autorité, publie régulièrement des articles. Et hop. PR, c'est aussi pour PageRank. Vous savez, l'algorithme de Google qui permet de classer les sites dans les résultats de recherche. Et ben, il se trouve que quand vous êtes référencé par des sites de type Presse Citron, qui ont une forte autorité, Google se dit, bah tiens, ça doit être un site qui a une forte autorité. Donc il fait monter votre PageRank aussi. Et du coup, on a obtenu un PageRank très élevé. À une époque, c'était 8, hein, ce qui est site de très haute autorité. Et qu'est-ce qu'on a fait, du coup? Bon, je veux bien que vous passiez, s'il vous plaît. Hop, voilà, on a indexé des contenus sur... Alors, aujourd'hui, Deezer indexe 29 millions de pages. On a indexé des contenus sur tout. Playlists, albums, artistes, tout ce qui existait en musique. Et c'est en fait des pages indexées qui avaient un fort classement. Du coup, quand vous tapiez Madonna ou un groupe beaucoup moins connu dans Google, systématiquement, Deezer arrivait en top 1, top 2, top 3 des résultats. Et ça nous a apporté de ça des millions d'utilisateurs aussi.
Alors ça, j'appelle ça le PR au carré. C'est PageRank et Press Relation. Et c'est vraiment des choses qui sont applicables à toute entreprise. Faire monter notre référencement grâce à la relation presse. Voilà, pardon. Il y avait des exemples de pages ici, de résultats de Deezer. Très bien. Et puis, alors ça c'est, comme je vous le disais, ça périt dans le temps. Et à bout d'un moment, le SEO a un peu changé. Et puis ça a commencé à moins marcher. D'ailleurs, Deezer est descendu un peu depuis. On a fait autre chose ensuite qui était plutôt de l'ordre de la boucle virale. Alors ça a surtout marché pour les apps. C'est quoi le principe? C'est que tous les liens partagés sur les réseaux sociaux, et à une époque, Deezer et Spotify se sont vraiment beaucoup servis de l'automatisation des publications sur Facebook. On liait son compte musique à son compte Facebook et tous les artistes ou les musiques que vous aimiez étaient publiés aussi sur Facebook. Et ben, du coup, ça fait du flux entrant. Si les gens connaissent Deezer, ça va leur faire de la rétention, ils vont réouvrir l'application. Et s'ils ne connaissent pas, ils vont l'installer. Sachant que si on vient, par exemple, de partager une musique, il y a de fortes chances que notre ami l'aime aussi. Donc on a une boucle virale, puisque les gens qui consomment cette musique vont aussi la partager, et ainsi de suite. Et ça, pour Deezer et Spotify, c'est aussi de l'ordre des dizaines de millions de téléchargements des applications, pas qu'en France. Hein. Donc c'est vraiment des choses qui sont très efficaces quand elles sont bien réglées. Encore une fois, c'est beaucoup de travail avant d'arriver à ces résultats-là. Vous n'allez pas croire que le gros hacking, on claque des doigts et c'est simple, c'est beaucoup de travail. Mais on peut obtenir ce genre de choses. Alors, un autre exemple français, on a 2 milliards de recherches sur Google par jour. Les jeunes utilisent beaucoup de contenu, enfin lisent beaucoup de contenu. Qu'est-ce qui se passerait si un service pouvait prédire ce qui va intéresser les jeunes demain? Ben ça, c'est ce que Melty a créé. En fait, ils ont créé un système qui leur permet de prédire qu'est-ce qui va trender demain. Du coup, la veille, ils créent les contenus pour se mettre en face de l'audience qui va arriver sur Google. Et ça leur réussit plutôt bien. Aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 3 qui consulte Melty très régulièrement. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être aussi carrément le système, la manière dont on fonctionne, notre produit, qui s'adapte à un moteur de croissance. Et puis Le Bon Coin, ça c'est... On va parler d'un livre qui est assez intéressant après. Comment vous avez découvert Le Bon Coin? On l'a tous à peu près découvert de la même manière. Bouche à oreille principalement. Hein. En effet, on arrive chez quelqu'un, il nous dit « je l'ai acheté sur Le Bon Coin ». Alors un livre qui est très intéressant là-dessus, qui fait écho avec ce qu'on a entendu ce matin sur les groupes, c'est La Vache Pourpre. C'est un livre de Seth Godin, qui est un gourou du marketing, qui parle de ces produits remarquables en fait, qui par essence vont devenir remarquables parce que les gens vont parler naturellement. Toute la psychologie du bouche à oreille. Donc dans les slides que vous trouverez en ligne, qui sont un peu plus complets que ceux qu'on visionne ce matin, parce qu'on n'a que 20 minutes, vous trouverez justement un peu plus de détails et des articles intéressants sur ces sujets-là. Et puis ça m'amène justement à un cri de ralliement des gros hackers. Vous avez peut-être déjà entendu ce cri? Ah, non? Faut le crier très fort. Ah, pardon. AARR, alors c'est un peu plus sérieusement, c'est pour acquisition, activation, rétention, revenu et referral. Alors ça, c'est des slides justement qui ont fait beaucoup, qui sont à 1 million de vues, je crois, dans la Silicon Valley, mais c'est une manière de mesurer, qui est simple pour les startups, mais qui est aussi applicable à peu près à toute entreprise. Et souvent, ça fait beaucoup de bien de se poser ces questions-là. Donc comment est-ce que les utilisateurs nous... Alors ça s'applique aussi aux applications, mais ça s'applique aussi à un commerce. Hein. Comment est-ce que les utilisateurs nous trouvent, découvrent notre app? Est-ce qu'ils ont une bonne première expérience? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'on arrive à faire de l'argent au passage, que les startups oublient souvent, hein, c'était nos échanges avec Jean-Christophe en effet. Et ensuite, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que quand ils sont satisfaits, ils arrivent à en parler à d'autres? Est-ce qu'on a ce bouche à oreille? Qui n'est pas toujours facilement mesurable. Mais mon point de vue là-dessus, c'est qu'on ne le crée pas artificiellement. C'est quelque chose qui viendra, si ça marche dans le monde réel, que les gens en parlent naturellement. Là, on pourra mettre en place les boutons de partage et les leviers techniques pour le faire. L'inverse, c'est pas vrai. On ne peut pas mettre des leviers techniques et créer du bouche à oreille artificiellement. Et donc, moi, voilà comment je le résume souvent en 3 mots, qui sont love, growth et money. Et, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un entonnoir. S'il est bouché au milieu, il ne se passera rien. Donc la partie love est la plus importante. Hein. Sans amour, il n'y a pas d'espoir. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance d'un bon produit, d'un produit que les gens aiment. Parce que, justement, c'est la première phase qu'une startup doit réussir. Dans vos cas, la plupart du temps, c'est déjà le cas. Maintenant, vous pouvez travailler aussi sur cette partie referral qui est assez intéressante.
Et puis j'ai un petit exemple à vous donner pour illustrer ça, justement illustrer le genre de recherche qu'on fait, le genre de technique qu'on va mettre en place. Alors je ne sais pas si pour ceux qui utilisent des apps, vous avez comme moi une sorte de scanner à ne plus me demander. Donc ça c'est l'ancienne manière de demander des notations d'application. C'est pas ce que je vous recommande de faire. Aujourd'hui on fait mieux, on pose la question directement aux gens, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? On leur demande de se prononcer. Si ils aiment bien ce qu'on fait, on va leur demander gentiment, tout en les laissant annuler, hein, d'aller noter notre application sur le store. Les gens, psychologiquement, ils font un pas vers vous, là. C'était inconscient qu'ils aimaient bien ce que vous faites, ça devient conscient. Quand je vous ai dit que ça jouait avec la psychologie. Alors, pour le moment, la présentation, ça vous plaît ou... C'est bon à peu près? Voilà, j'aurai pas mal de référents, très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on fait sur les apps. Et puis, si les gens vous disent « je n'aime pas trop », ou j'ai un problème, eh ben, il faut les laisser s'exprimer et récupérer du feedback. Et après, améliorer notre service et notre produit. Encore une fois, on les laisse aussi annuler. Alors, ça a bien fonctionné chez mon client en 2014. Hein, j'ai beaucoup bossé chez Le Kiosque, que vous connaissez peut-être. C'est une sorte de 10 heures du magazine. Voilà, ça a très bien fonctionné chez eux. Et puis, chez un autre client, plutôt un groupe pharma, on a fait un gros hack en plus. C'est qu'on s'est rendu compte que d'avoir 300 ou 500 notes, ça n'avait pas trop de sens. 50 nous suffisait. 50 notes à 4 étoiles et demie nous suffisait. À en avoir plus, ça ne nous apportait pas plus de business. Et donc on a mis en place un système qui nous permet de basculer en mode partage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a suffisamment de notes, on a un petit bouton grosso modo qu'on appuie, et ça passe en mode « est-ce que vous ne voudriez pas plutôt le recommander à un ami ?» ou à un contact. C'était une application pour les médecins. Pour creuser encore plus ce qui s'est passé en gros hacking, c'est qu'au début ça ne marchait pas. Parce qu'on n'avait pas les bons canaux. On avait mis Facebook, Twitter, etc. Et on s'est rendu compte que les médecins, ils s'en foutaient de partager sur Facebook. Sur Facebook, ils ont leur famille. C'est en discutant avec eux qu'on a trouvé ça. Sur Facebook, ils ont leur famille, leurs amis. Ça ne les intéresse pas de partager une application pour les médecins à ça. Et ben, on a mis en place le SMS. Et en fait, ça a beaucoup plus de valeur pour ce service-là qu'un cardiologue partage à 2 autres cardiologues par SMS que sur 100 personnes sur Facebook qui n'ont aucun intérêt vers cette application. Et encore une fois, c'est pour vous montrer la recherche qu'on fait pour trouver la manière de faire fonctionner ça. Donc voilà en tout cas pour la partie partage, et grâce à des leviers techniques, bah après on arrive à transformer ça. Hop, et alors ça, je vous l'ai présenté là sous forme d'une app, mais ça peut marcher pour un commerce de bouche, un commerce Capignon-sur-Rue, ou n'importe quel PME. On a déjà souvent des gens qui mettent en place le NPS, hein, moi je vois plein d'entreprises... Par exemple, je fais des formations chez Sego, ils utilisent le NPS pour mesurer la qualité. Les gens disent qu'ils sont prêts à recommander le Net Promoter Score. Est-ce que vous êtes prêts à recommander cette formation à quelqu'un? Les gens disent oui, et on ne s'en sert pas commercialement. On ne va pas leur demander vraiment de le faire. Bah là, faites-le. Hein. C'est l'idée du gros chèque. Non seulement vous allez vous en servir pour la qualité, mais en plus, vous allez pouvoir vous en servir pour leur demander vraiment de partager, ou des testimoniaux, etc. Alors après, des tactiques, vous en avez plein. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se nourrir. Et là, sur les slides, ils vont être partagés sur Twitter automatiquement là, dans quelques temps, si ce n'est pas déjà le cas, dièse Melsion, ou sur mon SlideShare, vous les retrouverez. Vous avez quelque chose d'un peu plus dense, avec beaucoup de ressources, les bonnes lectures, les bons sites sur lesquels trouver des informations. Ça marche aussi en B2B, il y a aussi des choses sur le B2B. Merci beaucoup. On a le temps de prendre 2-3 questions. Alors, est-ce qu'on peut remettre les coordonnées? Mais elles seront communiquées. C'est la même chose entre le mobile et, je sais pas, l'ordinateur portable, par exemple? Alors, d'un point de vue philosophie du growth hacking, oui. C'est juste que, en effet, les leviers techniques ne sont pas toujours les mêmes. Mais ça, après, c'est la tech, et puis c'est aux techniciens de résoudre ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin des techniciens. En fait, ce que je vous ai présenté là, par exemple, ça marche aussi avec de l'oral. Moi, je l'ai testé avec ma cave, la cave à vin qui est à côté de chez moi. Et ça marche aussi. C'est juste qu'on a la chance, nous, d'avoir maintenant des leviers techniques sur le digital qui nous permettent de mettre un mégaphone à ça. Mais sinon, ça marche aussi de vous à moi. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer le growth hacking sur une clientèle qui sont concurrents
Je n'avais jamais eu cette question, mais elle est très intéressante. D'abord, c'est bien les connaître, et peut-être justement, que je vous ai dit qu'on faisait beaucoup appel à la psychologie, moi j'irais beaucoup interroger sur la complexité qu'ils soient clients, qu'ils soient concurrents entre eux. Qu'est-ce que ça leur cause d'un point de vue psychologique? C'est que ça les freine dans l'adoption du produit, dans l'achat? Je parle du référent, je parle de la recommandation, du problème de la recommandation. Il va falloir trouver autre chose. Non, le point, c'est les testimoniaux pourront quand même être obtenus. Ce cas-là, je ne l'ai pas forcément eu, parce qu'en effet, dans le monde des apps, on a rarement ce souci-là. Mais encore une fois, en interrogeant, en passant directement par on va dire des discussions one-one, ils pourront peut-être sortir ce qui gêne et ce qui ne gêne pas. Qu'est-ce qui vous gêne et qu'est-ce qui ne vous gêne pas? C'est plutôt là-dessus que j'irais. Et des fois, on peut... Tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que votre concurrent, il peut être aussi dans le même groupe. Il a peut-être la même vision, la même chose à accomplir. Vous êtes sur partager le marché. Mais du coup, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont prêts à échanger. Donc ça, c'est à vous de le découvrir, justement. Alors, ce qu'on fait beaucoup, justement, c'est du marketing qualitatif. D'aller carrément discuter, parce qu'on veut choper ce qui se passe au niveau psychologique, qui se passe dans leur tête. On ne reste pas sur des données, seulement sur des données et sur des pourcentages. On passe directement par la conversation. Et ça, j'aurais plutôt découvrir carrément en parlant, mettant les cartes sur table là-dessus, et peut-être qu'il sortira, ça en fait ça ne nous gêne pas, ça nous gêne. Et à moins vous le saurez, après vous pourrez peut-être agir. Ça répond suffisamment. Sur la question, peut-être pour préciser, je ne sais pas si c'est assez possible, mais j'imagine la question avec des avocats. Ils sont indépendants, ils sont concurrents entre eux. Est-ce qu'on peut, sur le site des avocats, mettre en place un système de référal? Alors oui, parce que tout dépend de la nature de l'outil, mais typiquement, pour connaître un peu le monde des avocats aussi, les avocats sont concurrents entre eux, mais ils ont aussi à chaque fois des partenaires qui ont des spécialités différentes. Vous avez un avocat du travail qui connaît un avocat du droit des affaires, et eux, par contre, ils peuvent se faire des référents. Donc on a des bulles de groupe. À chaque fois, ce que vous voulez toucher, c'est un groupe. Si en acquérant un avocat, vous avez tout son groupe d'experts complémentaires, ça va aussi. Si ça répond un peu au point. Ça, vous devez en avoir la connaissance, en effet, et peut-être que des fois, ça passe par creuser cette connaissance par des interviews, téléphone ou en personne. Et, par contre, si c'est que des avocats qui sont concurrents et qui se passez par les testimoniaux. Ça met en relief aussi. Merci à tous, en tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup, Alexandre.